Bonjour, merci d'avoir accepté de venir échanger avec notre ami Rose sur ses impressions strasbourgeoises. Il faut dire que chacun de nous, il a ses propres impressions, mais il faut dire que passer par la photographie, c'est encore mieux. Et justement, imprimer ça dans un livre pour les autres, c'est encore mieux. Nous avons nos propres impressions. Je dois dire que Strasbourg, pour moi, jusqu'à présent, j'ai vécu dans des capitales, des grandes capitales. Je craignais le fait de venir à Strasbourg, de perdre ce volet donc, de capitale, mais à la fin, à Strasbourg, on trouve les deux. Donc, une capitale européenne, une grande capitale, mais en même temps, elle a tous les atouts d'une ville, de territoire, de terrain. En plus, l'avantage d'être tout près de frontières, au moins, ça la rend encore plus attractive. Donc, sans tarder, on aura à peu près une demi-heure pour notre auteur de parler de son livre. Et ça va être suivi par un échange et bien sûr la cérémonie de signature qui viendra après. Donc je donne la parole à notre ami Rose. Merci beaucoup, monsieur le consul. Je vais peut-être me lever pour que vous voit aussi. Je voudrais vous remercier bien sûr pour cette invitation qui va droit au cœur. Et vous remercier parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et nos chemins se sont croisés au Conseil de l'Europe pour la première fois, puis vous avez reçu mon épouse et mon papa, à l'occasion d'un colloque sur interreligieux, sur les Juifs du Maroc. Et puis on ne se quitte plus puisqu'on a déjeuné ensemble et que aujourd'hui vous m'avez fait l'honneur de venir présenter au consulat du Royaume du Maroc mon livre sur Strasbourg, mais plus qu'une présentation d'un livre, je voudrais parler du Maroc, de ma ville, de notre ville, et puis un peu de photographie. C'est extrêmement émouvant aussi de saluer la présence de monsieur le consul honoraire d'Israël, mon papa et ma maman, puisque en dehors de l'amour que nous éprouvons pour cette ville, la raison fait que nous nous sommes retrouvés d'une façon extrêmement fraternelle, tout comme je l'ai partagé avec mon ami Choukri et Faisal et Massar depuis très longtemps, autour des accords d'Abraham. Alors que certains se font la guerre aujourd'hui, le roi du Maroc a choisi la voie de la paix, de la sagesse et du progrès. Et au travers du livre de Jean-Marie Haidt que j'ai pu lire, que vous m'avez offert, j'ai pris la mesure, mais je l'avais déjà fait, j'ai pris la mesure des progrès considérables que votre royaume a fait depuis l'avènement du roi Mohamed VI, qui était déjà enclenché par son père, mais des progrès considérables d'ouverture, d'avenir, tout en gardant sa culture, son histoire et ses racines profondes. Alors ces racines, on les connaît, elles nous sont communes pour tous ceux qui se disent enfants d'Abraham. J'avais un projet avec M. Choukri à la Roberceau justement et notre ami Frédéric Setozzo de faire la maison d'Abraham justement à la Roberceau, mais ce n'est que partie remise quand il ira mieux. Et je dois dire que les liens que j'ai avec le Maroc sont assez profonds, et vous savez, je suis assez fan de Gad Elmaleh. Et il a un sketch où il dit « Ouais, il y a toujours, sur le Maroc, il y a toujours des clichés, des clichés, des clichés. Ces clichés, il faut leur faire une place, on l'appellerait place des clichés. » Bien vu. Et c'est vrai qu'il y a des clichés, c'est le Club Med, c'est le couscous, mais c'est pas ça, moi. J'ai eu la chance d'y aller très souvent professionnellement. J'ai donné des cours
avec mon ami Youssef Heikel, qui m'a emmené là-bas. Et moi, je l'avais emmené à Jérusalem. Et je me suis rendu compte des pas de géant qu'avait fait la médecine au Maroc. Je me suis rendu compte des liens très forts qu'on pouvait avoir avec les confrères là-bas, et qu'au-delà de la politique, au-delà de la religion, au-delà de tous nos clichés, on arrivait à vraiment à fraterniser autour d'un terrain d'entente. Donc les transformations que j'ai pu constater dans ce livre et de mes yeux, et que je vais voir fin octobre puisque je retourne pour 3 jours de cours, c'est une transformation sociale avec le droit des femmes qui a considérablement évolué. L'emploi, le code du travail, le code de la santé. Évidemment, l'environnement est pris en compte aussi. La crise du climat n'est pas laissée pour compte au Maroc. La régionalisation des infrastructures routières et ferroviaires. Et puis enfin, la cerise sur le gâteau, le nouveau port de Tanger, Tanger-Med, qui va ouvrir un espace économique considérable, et nous l'espérons, avec le repos. Je voudrais aussi vous dire que je n'ai pas voulu vendre de livres aujourd'hui, parce que je ne suis pas un vendeur de livres, je raconte des histoires et je fais de la photo, et que si vous souhaitez, j'ai fait don à monsieur le consul de 60 livres, si vous souhaitez en acheter, les produits de cette vente iront à l'association de mes amis Fessal et Massar, qui anime un club qui s'appelle le Sporting Club Strasbourg Futsal. Merci. Sporting Strasbourg Futsal. Et la particularité, c'est là où nous nous sommes rencontrés avec Fessal et Massar, c'est que je suis également dans mes activités avec Fessal, vice-président de la LICRA 67. Et leur équipe joue au futsal à très haut niveau, puisque vous étiez en championnat? Deuxième division. En deuxième division, avec l'emblème de la LICRA sur le maillot. Ce qui permet, dans les vestiaires, ce qui permet sur les bancs du stade, de discuter avec les joueurs. Et je voudrais vraiment vous exprimer ma reconnaissance pour le travail que vous faites au niveau social et pour apaiser notre ville. Alors, Strasbourg ne ressemble à aucune ville, comme vous l'avez dit, monsieur le consul. C'est à la fois une capitale, c'est à la fois une ville extrêmement agréable à vivre, mais je crois que, pas seulement récemment, mais depuis toujours, cette ville se caractérise par sa diversité. Dans ce livre que vous allez découvrir, vous verrez qu'il y a beaucoup de mes amis qui ont écrit, mais il y en a un qui est un grand spécialiste de l'histoire, c'est Éric de Hénin, qui est un ami d'études, qui a écrit des livres notamment sur les princes-évêques de Strasbourg. Et je lui ai demandé d'écrire un petit peu sur l'histoire de Strasbourg. Et vous lirez ce qu'il a écrit, c'est assez intéressant. L'histoire de Strasbourg, capitale internationale, ne commence pas après la guerre, contrairement à ça. Elle ne commence pas avec le Conseil de l'Europe, avec ces réunions qui avaient, je crois, à l'aubette de ces chefs d'État qui au début géraient l'acier et le charbon, et commence bien avant. De par cette situation géographique sur l'axe nord-sud et est-ouest, c'est-à-dire que l'axe nord-sud c'est le Rhin, où on naviguait. Est-ouest, c'est essentiellement les capitales qui ont été les centres de l'éducation, des centres universitaires, et j'entends Paris, Strasbourg, Munich. Strasbourg est une plus ancienne université, et son essor, ce n'est pas seulement lors de l'annexion où Strasbourg était allemande, c'était bien avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une université qui est une des meilleures du monde, avec ses 5 prix Nobel en activité, mais on ne compte pas les prix Nobel allemands, pourtant on devrait, en tous. Strasbourg compte une vingtaine de prix Nobel, avec la période allemande et la période française. Mais cette situation sur le Rhin, bien que le Rhin ne traverse pas Strasbourg vraiment, mais cette situation sur le Rhin, et ça,
vous allez comprendre pourquoi Strasbourg n'a pas été construit sur le Rhin. C'est que le Rhin n'était pas maîtrisé. Lors des crues, lors de la fonte des glaces, le Rhin sortait de son lit et inondait tout. Donc on ne pouvait pas mettre Strasbourg sur le Rhin comme Paris est sur la Seine. Et il y avait à Strasbourg une particularité sur ce Rhin, c'est qu'il y avait un pont. Et ce pont, je l'ai appris par mon ami Éric Duhénin, ce pont était le dernier pont avant la mer du Nord. C'est-à-dire qu'au-delà de Strasbourg, on ne pouvait plus traverser le Rhin. Donc, vous comprendrez maintenant l'avantage stratégique, économique, diplomatique qu'avait cette ville de Strasbourg depuis, on va dire depuis l'an 900 et quelques. Strasbourg était une ville incontournable. Un petit exemple, c'est que la guerre de 30 ans s'est jouée à Strasbourg. C'est Strasbourg, ville indépendante, république indépendante. C'était un petit peu la Suisse, assez neutre. Mais c'était aussi un petit peu Monaco, parce que toutes les têtes couronnées venaient ici. Strasbourg a décidé de laisser passer les troupes, je crois que c'était les Suédois, sur ce pont, et c'est là que s'est jouée la guerre de 30 ans. Et vous connaissez tous, enfin, je pense que vous avez entendu parler du quartier Bruckhof. Qu'est-ce que c'est que ce quartier du Bruckhof à Strasbourg? Ben, c'est le quartier où habitaient les pontonniers. Les pontonniers étaient chargés justement d'entretenir ce trésor, ce pont, qui était en bois. Et à l'époque, comme je le disais, le Rhin n'était pas maîtrisé, des blocs de glace venaient percuter le pont et pouvaient le détruire. C'était vraiment un trésor qu'il fallait entretenir, et il y avait tout un quartier dédié à l'entretien de ce pont. Donc Strasbourg, capitale stratégique, diplomatique, vous l'aurez compris, dans toutes les époques. Quand je disais que Strasbourg était un petit peu le Monaco de l'époque, c'est vrai, parce que les cours du Saint-Empire, etc., n'avaient pas de domicile fixe, comme dirait Éric Duhénin, n'avaient pas de lieu fixe où il séjournait. Un petit peu comme le roi du Maroc, il a des palais à Fès, à Rabat, à Casa, un peu partout, bien que je crois que son lieu d'attache c'est Fès, ou Rabat, politiquement. Mais les cours se déplaçaient, et elles venaient à Strasbourg parce que c'était une ville agréable, parce qu'on pouvait prendre les eaux, parce qu'on faisait la fête, on mangeait bien. Et c'est pas après la guerre que tout ça a commencé, c'est bien avant, il y a des siècles et des siècles. Et puis enfin Strasbourg, bien sûr, capitale de la culture, parce que le savoir de l'université ne va pas sans cette culture. Et les Allemands, lors de l'annexion, l'ont bien compris, et ils ont fait de Strasbourg cette fameuse vitrine avec la Neustadt, le quartier impérial, comme on dit, qui a été classé à l'UNESCO en 2017 et qui devait être la vitrine de Strasbourg. Donc Strasbourg, sur cet axe nord-sud, est-ouest, devient naturellement la capitale de l'Europe. Et cet esprit très éduqué, très humaniste, et nous en faisons la preuve cet après-midi, a permis à Strasbourg, enfin naturellement, Strasbourg est devenue la ville de la réconciliation avec les institutions européennes, la ville de la plus haute institution de justice en Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est ici, à Strasbourg, que sont votées les lois européennes, et c'est quelque chose d'extrêmement naturel. Je ne vais pas faire le débat Strasbourg-Bruxelles aujourd'hui, mais vous aurez compris à quel point Strasbourg a son importance. Et puis j'ai fait un peu le parallèle, monsieur le consul. Nous sommes sous influence culturelle germanique, mais pas que. Romaine aussi, on va dire, par l'arrivée du sud de nombreux migrants, et par la religion. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec le Maroc et l'Espagne, qui ont subi l'un et l'autre les influences culturelles avec cette fameuse période de l'âge d'or, que j'ai le sentiment de revivre avec vous, avec mes amis de
de toute confession et de toute origine à Strasbourg. Quoi qu'on dise, même si cette période électorale est un peu turbulente et souvent décevante, je crois que Strasbourg vit l'âge d'or à nouveau. Ce qui s'est passé donc en Andalousie et au nord du Maroc. Je voudrais revenir aussi sur l'aspect religieux. L'aspect religieux qui, au Maroc, la religion fait partie de l'État, fait partie de la gouvernance, fait partie de la vie publique, tout comme de la vie en France. Nous sommes France de l'intérieur, sous la loi de 1905, un pays laïque. Mais l'Alsace a conservé cette particularité spirituelle sans complexe. Franchement, ici, lorsque M. Choukri et moi devons discuter de choses importantes dans l'interreligieux, je crois qu'on se parle en alsacien, avant tout, en strasbourgeois. Et c'est peut-être ce qui manque, cette spiritualité, cette grandeur d'âme, à notre société qui est malade, il faut le reconnaître. Et que le seul moyen peut-être d'arriver à mon ami Serfati, le seul moyen d'arriver peut-être à un apaisement de la société, à un progrès, à plus de liberté, c'est l'éducation et l'altérité, c'est-à-dire que nous allons l'un vers l'autre, nous essayons de nous comprendre, et quand il y a des agressions, des profanations, que ce soit judéophobes, islamophobes ou autres, on se retrouve toujours ensemble. Je voudrais aussi vous parler un peu de photos. Et pour ça, je voudrais vous faire un peu mon parcours, et je vais commencer par, comme c'est écrit dans les 10 commandements, honorer mon père et ma mère, qui sont présents, et les remercier pour l'éducation qu'ils m'ont donnée artistique, puisque très jeune, mes parents m'ont inscrit à un cours de peinture. Je vais avoir 6 ou 7 ans, et j'allais, avec mon ami Laurent, on allait le mercredi, enfin c'était le jeudi à l'époque, faire de la peinture, place Blanche, chez Madame Kiel, au 5e étage, on montait le charbon. Et on a appris un art très académique, c'est-à-dire le fusain, le pastel, la gouache. L'huile, c'était réservé à une élite. Mais on dessinait la victoire de Samothrace, la Vénus de Milo. Et puis, ça a éveillé quelque chose en moi. C'est vrai, c'est normal. Et maman m'a emmené un week-end à Paris pour me faire découvrir tout simplement le Louvre. Et ça a été pour moi une révélation de comprendre ce qui était là. Deuxième commandement. Alors, l'art, justement, ce qu'on voit au Louvre, et je vais en venir à la photo, c'est que l'art, pendant des siècles, était un art très académique, voire politique, qui était extrêmement encadré, bridé même, et l'art qu'on pouvait voir, on va dire à la Renaissance, c'était essentiellement de l'art pieux, c'est-à-dire qu'on représentait la Vierge, le Christ, enfin en Europe, la Vierge, le Christ, etc., c'était de l'art pieux. Et quand vous allez à Venise et que vous allez visiter ces musées et surtout les églises, vous vous rendez compte qu'en fait cet art pieux dissimulait une émotion, une expression à travers la lumière. Ce qu'on appelait les luministes. Et puis, l'art s'est libéré, là, je pense à l'art plastique, l'art s'est libéré, on a commencé à peindre, à faire des portraits des gens de cour, des grands bourgeois, et puis on est fini par sortir, on a peint des paysages. Et puis au début du XXe siècle, on a commencé enfin à peindre la rue. Avec ces tableaux parisiens où vous voyez les calèches qui marchent. Mais qu'est-ce qui s'est passé au début du XXe siècle? Il y a eu aussi
émancipation sociale importante, et de la classe ouvrière, qui est devenue par la suite la classe moyenne, et surtout des femmes. Les femmes ont commencé à sortir dans la rue, et c'est à ce moment-là qu'est né ce mouvement que les anglo-saxons appellent le street photography. Mais le street photography, ça ne veut pas dire, en fait, ça veut pas dire photographie de rue. Parce que tout le monde peut faire la photographie de rue. C'est plutôt photo prise sur le vif. Et ce sont ces femmes qui ont commencé à vouloir s'émanciper, à sortir sans leur mari, même seules dans la rue, qui ont été photographiées en première. Et c'est en parallèle de ce mouvement qu'est né le street photography, qui est en fait un mouvement social, un mouvement presque politique. Alors il y a trois sortes de street photographie, de photographie sur le vif. Il y a celle que vous faites tous les jours avec votre iPhone. Tout le monde fait la street photographie, avec souvent beaucoup de succès. Quand vous êtes sur Instagram, c'est de là qu'est partie mon histoire. Vous vous rendez compte qu'il y a des talents. Et je veux citer Fessal, qui fait de magnifiques photos, qui s'y est pris aussi. Et puis ensuite, vous avez la photo reportage, qui est aussi une photo de rue. C'est les photographes. Là, c'est beaucoup plus technique, c'est ciblé. Ça veut dire quelque chose. Et puis, il y a les Cartier-Bresson, Capal et Doisneau, tous ces grands photographes que vous connaissez, qui, eux, ont saisi sur le vif, des images, et ils ont osé. Ils ont osé. Vous verrez dans le livre, il y a une citation que j'aime bien, qui est de Robert Capa, qui dit « Si la photo n'est pas bonne, c'est que vous n'êtes pas assez près. » Et là, je vous parle, je suis assez près, et je viens de vous prendre en photo. Je vais parler un tout petit peu de technique. Donc, la photographie, effectivement, de reportage, de paparazzi ou reportage de journaux, ils utilisent des zooms, ils cherchent à prendre une image qui va parler, qui va illustrer un événement. Les street photographeurs, les photographes comme Doisneau, Capa, etc., eux, ils vont saisir une émotion et ça va très très vite. C'est un clin d'œil et on appuie sur le bouton. On ne peut pas prendre son temps à régler. Donc, les photographes qui font la photographie de rue, la street photo, ont en général un grand angle. Très souvent, c'est un Leica, 35 mm. Donc, pourquoi un grand angle et pourquoi 35 mm et pourquoi un Leica? Alors, le Leica, il ne fait pas de bruit, on n'entend pas. Et le 35 mm, c'est parce que ce qui est important dans la photographie, c'est qu'on ne doit pas régler son appareil. Il faut appuyer tout de suite sur le bouton. Plus vous avez de lumière, plus vous avez de profondeur de champ. Alors, je vous ai amené une photo que papa aime beaucoup, que j'ai faite en 1987 à New York, et que j'ai faite avec cet appareil qui était un appareil argentique. Donc, il s'ouvre comme ça. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je l'avais dans la poche, et quand je vois ce monsieur-là, Isaac Chourépar, je fais ça, j'appuie et je le range. Je ne règle rien, parce qu'il a beaucoup de lumière, donc une profondeur de champ importante, et je suis sûr que ça sera net. Donc ça, c'est comme on faisait dans le temps. Alors après, il fallait développer le rouleau argentique, on se mettait dans la chambre noire, machin. Chaque photo était... Aujourd'hui, donc si on regarde cette photo, elle vous parle. C'est-à-dire que j'ai pu saisir, malgré moi, c'est peut-être instinctif ou inconscient, le moment où il se met la main à l'oreille. Et quand quelqu'un se met la main à l'oreille, il m'a peut-être vu, il dit, qui c'est celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Et on essaye d'imaginer ce qui se passait avant, donc il est venu déposer ses chaussures ou chercher ses chaussures. Et puis, il me voit, il s'interroge, il me regarde. Je pense que c'est moi qui regarde. Et on imagine parler yiddish, on imagine être venu, parce que c'est dans le Lower East Side, là où les immigrants d'Europe de l'Est arrivaient à New York, et souvent ils y restaient. Un cousin de papa, il habitait toute sa vie avec le métro qui passait devant la fenêtre.
Et on essaye d'imaginer son histoire. Aujourd'hui, avec les moyens numériques, et notamment ce petit appareil offert par Nathalie, mon épouse, qui est un appareil numérique qu'on peut ensuite connecter à un iPhone, j'arrive à saisir des moments tout à fait naturels, parce que je le cache ici. Je ne suis pas en train de viser, dès que je vise, on se fige. Et donc j'arrive à saisir des moments extrêmement naturels de la vie quotidienne. Le regard que peut avoir le photographe, c'est le regard que tout le monde peut avoir. J'ai peut-être un petit avantage sur beaucoup d'autres, c'est que je suis extrêmement curieux. Et Nathalie me le reproche souvent. Quand on marche ensemble dans la rue, je regarde un peu autour de moi, à droite, à gauche, tout ce qui se passe. Elle me dit, allez, viens, on est en retard. Je dis, non, non, j'ai vu un truc là. Et souvent, d'ailleurs, je m'arrête pour faire une photo et je me fais engueuler. Mais le résultat est là. C'est le prix à payer. Voilà. Et puis pour terminer, juste l'histoire de ce livre. Donc si vous souhaitez, je vous invite à aller sur mon compte Instagram, hein, c'est Thierry Rose, tout simplement sur Instagram. Il y a parfois des belles photos, parfois des moins bonnes, mais j'en fais presque tous les jours. Et l'histoire, c'est que pour mon anniversaire, pour mes 60 ans, notre fille Nelly a fait imprimer certaines des photos qu'elle aimait. Certaines des photos qu'elle aimait. Et puis il y a une amie pour mon anniversaire qui a vu, qui dit ah, bah, je vais faire une exposition. Donc on m'a exposé au Ciarus et je pense que c'est l'exposition du Ciarus la plus longue qu'il y ait jamais eu, puisqu'elle a commencé en janvier 2020. Et qu'après il y a eu le Covid, donc les photos sont toujours là-bas. Et puis un ami éditeur a vu mes photos, il m'a dit bah, je vais te faire un livre. Donc voilà, ce livre, j'ai dit que c'est le premier d'une série, mais je ne crois pas. Donc ce livre, on l'a fait avec Jean-Claude Atterer, pardon. Et je voudrais vous citer les co-auteurs, parce qu'il n'y a pas que des images, il y a aussi des textes remarquables. Et je voudrais remercier Jean-Louis Valmigère, qui est président de la Fondation pour Strasbourg, qui a accepté de prendre ce livre sous l'égide de la Fondation, et normalement tous les fruits de la vente du livre vont à la Fondation. Éric Dehénin, historien. Alors Didier Bonnet, c'est un journaliste indépendant qui a écrit une très belle nouvelle sur Strasbourg. Le Rhinx, je pense que tu les connais, ce sont des jeunes de la Roberceau, de la Cité de Lille, qui sont des slameurs. Et je les ai aidés à monter un studio d'enregistrement quand j'étais conseiller municipal. Et on a sympathisé, et je leur ai dit, je veux que vous m'écriviez un slam pour mon livre. Donc vous verrez, il y a un très beau slam, et c'est vraiment bien ce qu'ils font. Philippe Arlot, qui est metteur en scène, un amoureux de Strasbourg avec qui je suis sur un projet qui s'appelle, vous allez entendre parler, qui s'appelle Cabaret, c'est-à-dire la fabrique opéra, ça c'est pour le mois de juin. Dan Leclerc, mon inséparable compère. Kim Zolti est une jeune avocate, enfin elle était jeune en 2018, il est un peu moins, jeune avocate qui avait écrit un texte extrêmement poignant sur l'attentat, sur les attentats de Strasbourg, que j'ai tenu à publier. Très très beau texte. Jean-Claude Atterer, qui est donc l'éditeur mais également photographe. Et enfin mon ami et je dirais confrère, Eric Nataf, qui est un médecin de Paris, radiologue, qui est passionné de photographie, de street photo. Alors lui, c'est curieux, il photographie des plaques d'égout. Il a commencé par photographier les plaques d'égout de Paris. Et il fait des photos de détail comme ça, mais c'est surtout un remarquable écrivain, il a écrit plusieurs romans. Voilà, j'ai fini cette présentation. Je voulais vous remercier tous d'être venus maintenant que tout le monde est là et vous êtes plus nombreux qu'on pouvait le penser. Et si vous voulez maintenant faire un temps d'échange, ben c'est le moment, on peut discuter photos, Strasbourg ou Maroc à votre guise. Merci.
questions, je peux poser la mienne. Merci surtout de l'introduction, de parler du Maroc et tout ça. Et Strasbourg, c'est vrai, maintenant, c'était juste Strasbourg. Est-ce que tu penses faire de même pour d'autres villes qui peuvent donc te toucher? Certainement, j'espère. Une ville marocaine pour la prochaine fois. Alors, je suis curieux, mais je suis aussi de nature assez optimiste. Donc, j'ai fait imprimer 3500 livres. Il y en a encore à peu près 2000 dans le garage. Donc, pour l'instant, je ne sais pas où je mettrai les suivants. Mais c'est vrai que j'ai pensé à 3 autres villes. Tel Aviv, qui regorge de scènes du quotidien passionnantes. Il y en a quelques-unes qui vous allez voir. Et surtout de cette diversité à laquelle je suis attaché dans les grandes villes contemporaines. New York, c'est un peu la même chose, c'est une ville de la diversité et aussi une ville où on arrive par un port du monde entier. À Strasbourg, on arrive sur le Rhin ou par la route, mais on vient aussi du monde entier. Vous savez que l'université de Strasbourg, c'est aujourd'hui 60 000 étudiants, mais il y a 40% qui ne sont pas de Strasbourg, plus de 40%, dont énormément d'étrangers, donc ce sont nos ambassadeurs. Et puis enfin Paris, mais bon, je pense qu'on continuera par Paris. Moi, si je peux me permettre, je tenais vous écouter très authentiquement et je tiens vraiment à vous remercier parce que je sens vraiment chez vous, ce qui me marque, c'est l'amour. C'est l'amour de l'humain et l'amour de l'histoire. Et ça se ressentait d'une manière assez... Oui, Hassan Benzine, donc je prononce en arabe, Hassan Benzine. Je suis plutôt professionnellement dans les banques assurances depuis une trentaine d'années. Je suis par ailleurs administrateur des collectifs Réflexion et Action du Grand Est. Et également, je suis directeur exécutif du Forum international économique, voilà, d'une structure qui est située à Abidjan. Et en même temps, je suis pour la même structure, l'Académie d'intelligence économique pour les Afriques, conseiller principal, coopération et développement international. Wow. Non, mais ça, c'est beaucoup de titres, mais voilà. Donc je reviens par rapport à votre, notamment, présentation. Et vous avez fait le parallèle tout à l'heure, ça m'a beaucoup touché entre l'histoire strasbourgeoise, avec notamment son histoire germanique, et le parallèle entre le Maroc et l'Espagne. Et effectivement, vous avez complètement raison. Et ma première question, Cédric Récit m'a un peu devancé, pour dire si on peut notamment encore repousser un petit peu, voilà, à quand le livre sur le Maroc, d'autant plus que vous avez dit, c'est-à-dire sur Strasbourg, une ville universitaire avec notamment une vingtaine, notamment de prix Nobel, et quand on met en parallèle Fès, qui est la plus ancienne université du monde, qui date depuis 12 siècles, et la richesse de Fès, qu'on appelle nous la capitale voilà, culturelle du Maroc. Voilà, donc vous serez la bienvenue vous allez trouver des beaux clichés, notamment à capter, comme on vient de Malay. Voilà. Je connais bien Fès, parce que j'ai été invité par Raphaël Serfati, qui est un dentiste originaire de Fès, pour un congrès, c'était il y a une dizaine d'années, et il a saisi l'opportunité des journées sacrées de Fès pour organiser son congrès en même temps. C'était en 2007. Et lorsque je suis arrivé à Fès, donc déjà Raphaël Serfati, un professeur dentisterie parisien, juif, qui vient retrouver ses confrères de Fès, et ce qui m'a terriblement ému, c'est le baiser sur le front. Et le respect qu'il y avait entre ces hommes, c'est extraordinaire, c'était une vraie fraternité.
La deuxième chose qui était particulière lorsque j'étais à Fès, c'est pour ce congrès, il y a eu plusieurs événements. Le premier, c'est que j'étais avec des amis de la faculté dentaire de Strasbourg, et j'ai dit, je ne connais pas Fès, est-ce qu'on peut visiter? On prend un taxi, et puis on est derrière une belle Mercedes, décapotée, avec un beau couple. Pot d'échappement triangulaire, me fait remarquer le chauffeur, et c'était long. La voiture s'arrête, le roi s'arrête au feu rouge, nous on était derrière, et moi j'étais avec mon appareil photo. Opérationnel. Et je vise comme ça, et je prends la voiture de moi. Et je vois deux hommes sortir d'une BMW, la main sur la... et qui arrêtent tout le monde, vous ne bougez plus. Parce qu'effectivement, le roi du Maroc qui se promène avec son épouse décapotée, il y a quand même quelques mesures de sécurité. Et puis enfin, le soir, on a été écouter Barbara Hendricks. Et c'était juste après l'élection de M. Sarkozy. M. Chirac et son épouse sont venus rendre visite à leur ami, le roi du Maroc. Et Mme Bernadette Chirac, la princesse, l'épouse du roi, et Rania Jordani sont venus au concert. Et ma collègue avec qui j'étais a interpellé Mme Bernadette Chirac pour la faire venir. Ils se sont approchés de nous, c'était un grand moment. En plus, on a eu Barbara Hendricks. Donc Fès est effectivement une ville de lumière, un peu comme Jérusalem, où on ne peut pas rester indifférent à cette spiritualité. Vous l'avez bien souligné. Maintenant, concernant, je ne savais pas que Fès était la plus ancienne université du monde, mais je crois que oui, c'est à Karaouine. Ce qui fait peut-être la grandeur du Maroc, c'est sa spiritualité et l'étude. Ce qu'il y avait en Alsace, depuis toujours, dans les villages, dans les petites communautés juives, on étudiait le soir la Torah et on allait s'occuper des animaux la journée. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que notre Alsace et le Maroc sont des pays où il y a une certaine paix sociale, il faut le dire, et très recherché aussi pour sa main-d'œuvre très éduquée. D'ailleurs, c'est pas par hasard que les universités s'installent dans certains endroits. C'est pas, on va pas dire, ah bah tiens, géographiquement ça m'intéresse. Non, c'est l'état d'esprit des gens qui est important. Merci. Donc on a bien noté, donc la prochaine c'est Paris. Fès. D'accord. New York et Fès. Merci. Alors moi j'ai eu la chance de présenter oui, Massar Lazibi, donc membre du Sporting Strasbourg Futsal et voilà, avec beaucoup de joie, ami de Thierry. De quelle ville? Pardon. De quelle ville? De quelle ville de Strasbourg toujours, et aussi Fessi, ouais, comme ça, de côté de ma femme. Ouais. Comme ça. Donc peut-être point commun, peut-être un jour débarquer à Fès pour se retrouver là-bas, je ne sais pas. Là, mais donc très touché par le discours et aussi j'ai eu cette grande chance d'avoir participé à une expo au Cyrus. À l'époque, Anna Lafont, elle m'avait invité justement, paix à son âme, on avait participé justement à cette belle exposition de cette soirée. Et voilà, je suis toujours émerveillé par rapport à ce que tu fais, par rapport les photos. Et alors la question c'est, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attire plus que d'autres? Enfin, est-ce qu'il y a un élément qui fait qui accroche plus voilà, dans une rue, dans une ville, dans un pays, et pourquoi? Oui. Merci. Alors moi, ce qui m'attire particulièrement, c'est les gens. Comme je disais, je suis curieux de nature et j'ai toujours envie de connaître les gens que je croise. Et vous savez, parfois on croise des gens dans la rue. Il y a un regard. Et ça suffit, vous avez fait connaissance, même si vous ne reverrez plus jamais la personne. Il y a un échange, il y a un contact. Et moi, effectivement, ce qui me touche, bon, ça peut être le coucher de soleil, ça peut être beaucoup de la lumière, oui. Alors actuellement, en technique, j'ai un ami grec
qui s'appelle Dimitri Tenessakis, qui est au conseil qui est architecte au Parlement, je crois, qui fait de la très belle photo. Lui travaille beaucoup la lumière et que la lumière, c'est-à-dire la grande tendance actuelle, c'est les contrastes ombre et lumière. Je pense que vous l'avez vu sur... Moi, c'est la lumière avant tout parce que c'est une composition. Alors, je ne sais plus qui, je crois que c'est Eric Nataf, et c'était sur le carton d'invitation que l'Actar nous a envoyé. Il parle de peinture. Alors, c'est vrai que j'aime bien composer avec la lumière, mais aussi en post-production, comme là, c'est typique, là c'est juste à côté, d'accentuer certaines couleurs, certains contrastes, pour faire ressortir une émotion. Mais c'est avant tout les gens. Je suis curieux de savoir ce qui se cache derrière les gens. Et surtout, on a tous, je vais redire des clichés, mais on a tous des a priori sur les gens qu'on croise. Et pour vous donner un exemple, parmi nos engagements, je parle de nous parce que je sais que Faisal et Massar le font avec moi aussi, je viens en aide à une association qui fait des maraudes. Et j'avais emmené Joël faire une maraude, tu te rappelles Joël? Et quand vous allez voir ces gens qui vivent dans la rue, qui tendent la main, qui sont parfois couchés par terre, vous avez des a priori. Mais quand vous allez parler avec eux, ben, vous oubliez les a priori. C'est comme un homme de religion, que ce soit un curé en soutane, un rabbin en chapeau ou un imam en robe. Une fois que vous avez parlé 2 minutes avec lui, vous oubliez l'apparence. Et on peut parler avec tout le monde, de n'importe quoi. J'étais surpris que ces gens que j'ai croisés dans ces maraudes puissent me parler de politique, de philosophie. Ce sont tout simplement des gens qui ont eu un accident de la rue, un accident de la vie, pardon, qui se retrouvent à la rue. Donc moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les gens que je croise, les connaître ne serait-ce qu'une fraction de seconde, alors je peux en garder une image et puis broder dessus, même si c'est complètement inventé par ma part. C'est des histoires que je me raconte peut-être à moi-même et que vous pouvez vous interpréter à votre guise dans ce livre. Je me présente, Mohamed Chéa. Bon, j'ai fait des études de sociologie. Je viens de dérouler votre livre. Je vois que le livre est intéressant et que vous vous inscrivez normalement, comme vous venez de le dire, dans la stricte, je dirais, discipline de cet art qui suggère toujours la présence humaine, qui s'intéresse à la présence humaine. Et depuis le 19e siècle, je dirais qu'à Thomson, etc. Et en même temps, je voyais qu'il y avait une synthèse entre 3 traditions, si vous me permettez. Mais là, c'est en tant que, un peu, je ne vais pas jouer à l'art critique de l'art, mais il y a 3 impressions qui m'ont un peu suggéré, ou le livre m'a suggéré. Premièrement, c'est une vision anglo-saxonne aussi. Il y a une influence anglo-saxonne, surtout au niveau du jazz. Alors, vous savez que, comme vous le savez, après dans les années 50, ce qu'on appelle le street photographie, c'est mélangé avec le jazz. Et on le voit aussi à travers votre... Et puis aussi, il y a quelque chose qui reste très très imprégnante dans votre vision, c'est l'impressionnisme. La peinture impressionniste du XXe. Mais je voudrais vous poser quelques questions, parce que, par survol, il y a la porte, il y a cette notion de la porte, qui revient tout le temps, depuis lorsque j'ai vu. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose avec aussi la notion du judaïsme sur la porte et la symbolique de la porte? Il y a aussi quelque chose, j'ai vu le tur, la notion du tur en allemand, oui, le pont et la porte. Donc il y a aussi, j'ai vu aussi quelque chose qui m'a aussi impressionné, c'est le fait qu'il y a
vous vous intéressez à des portraits de... Ah, pardon? À des portraits. Il y a une qui portait un hijab, aussi aux religieux, à des signes religieux, à ce mélange. Et là, vous êtes dans la tradition de l'humanisme alsacien. Voilà. Alors, excusez-moi de... J'en suis honoré. Voilà. Dans la maison d'Abraham, il n'y a pas de porte. Ouverte aux quatre vents. Et il y a des ponts. Ouverte aux quatre vents. Il y a des ponts. La porte, elle a d'abord une symbolique, effectivement, c'est l'intimité. Une fois qu'elle est fermée, personne ne peut regarder. D'ailleurs, dans le droit à l'image, je me suis renseigné, j'ai le droit de photographier tout le monde dans la rue, sur l'espace public. Personne ne peut m'interdire de photographier qui que ce soit dans la rue. C'est dans l'espace intime. Donc, si vous voulez, mon art s'arrête à la porte des maisons. Ensuite, ces portes évoquent dans l'histoire la période française, la période allemande, l'art nouveau, etc. Mais vous avez vu tout à l'heure, vous avez croisé Richard Abouaf, avec qui je travaille, et nous avons monté l'association Stolperstein 67, qui pose des pavés devant les portes des maisons. Parce que les portes ont une histoire. Là, pour les Stolperstein, il m'est arrivé de sortir d'un restaurant à Fribourg et je ne m'y attendais pas et je vois ce pavé doré. Qu'est-ce que je fais? Je regarde par terre, je lis, alors je me baisse un peu, je lis pour ce que ma vue baisse, donc je m'incline et après je me redresse et je regarde la porte automatiquement. Et qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit dans cette porte? On voit les gens sortir, arrêtés par la Gestapo, etc. Donc les portes ont une importance particulière. Vous savez que dans notre tradition, on place la mezouza, donc le parchemin à l'entrée qu'on embrasse avec la foi. C'est le passage donc, de la vie publique à la vie privée, et dans la vie privée, c'est là qu'on exprime sa spiritualité. La porte également, dans l'histoire biblique, c'est là où les Hébreux avaient mis le sang de l'agneau pour être épargnés. La porte, c'est également celle que l'on franchit pour la première fois quand on entre et la dernière fois quand on sort d'une maison. Oui, ces portes me parlent. Et dans le cas de la photographie, c'était avant tout une démarche esthétique, parce que je les trouve belles. Et je les ai mises tout ensemble. Effectivement, Turtsu, c'est un vestige de l'annexion qui existe encore aujourd'hui. Je peux vous dire où c'est à côté de la pâtisserie Stein. Vous le voyez dans la rue, c'est Turtsu. Et ça, c'est aussi mon enfance où on parlait alsacien à Strasbourg. Alors, j'en parlais avec Fessal et Massa à midi. Quand j'étais petit, que j'allais avec maman faire des courses, tout le monde lui parlait alsacien. Alors, les Parisiennes avaient un peu du mal, mais à Strasbourg, on parlait l'alsacien. Aujourd'hui, alors, deux remarques là-dessus. La première, c'est qu'après la guerre et toutes ces horreurs, nous avons eu le tort de tourner le dos à l'Allemagne. Le quartier des Deux Rives qui est en train d'être aménagé, sans commentaire sur le quartier, mais on a mis quand même 70 ans à éliminer ce no man's land qu'il y avait entre la France et l'Allemagne. Donc on a tourné le dos à l'Allemagne, on a tourné le dos à notre passé culturel, alors qu'aujourd'hui on se rend compte du retard considérable qu'on a pris dans la réconciliation au niveau du bilinguisme. Et d'ailleurs, toutes les collectivités territoriales s'en occupent aujourd'hui de ce bilinguisme. Et ce que je veux dire par là, c'est que Strasbourg a changé, mais a gardé ce même esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Strasbourg, on ne parle plus alsacien ou français, on parle toutes les langues du monde. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et il ne faut pas rester rivé sur le passé et s'accrocher à c'était mieux avant. Non, ça sera mieux demain. Monsieur le consul. Une remarque
une remarque sur l'histoire de la porte. Lorsque cette plaque a été posée, Tür-Zu, elle a été posée il y a 80 et quelques années par les Allemands. Au début des années 60, dans l'usine où je travaillais, l'hiver, quand on laissait la porte ouverte d'un atelier, les dames hurlaient « Tire dessus !» Donc il y a une différence entre « Tire dessous » et « Tire dessus ». Et ça, c'est toute l'histoire de l'Alsace. Tire, c'est un tir dessus. Tire dessous et tire dessus. Mais c'est vrai que Strasbourg a été germanique pendant extrêmement longtemps. Le rattachement de Strasbourg à la France sous Louis XIV en 1681, on parlait toujours pas français ici. On a gardé cet esprit de ville indépendante, de république toujours, plus ou moins neutre. Et puis il y a eu la guerre de 14, la guerre de 70 jusqu'à 1918 où nous étions allemands. Mais entre les deux guerres, on ne parlait pas vraiment français ici. Donc on parle français depuis très très peu de temps à Strasbourg, enfin en tout cas en Alsace. Moi, dans ma profession, je soigne des gens de toute l'Alsace. Franchement, les jeunes parlent encore beaucoup le patois, heureusement d'ailleurs. Donc je crois qu'on estime à 40% des gens qui parlent encore le patois en Alsace. C'est beaucoup pour une région française aujourd'hui. Abdelaziz Choukri, je suis administrateur de la mosquée de Strasbourg et engagé dans le street art à Strasbourg, à travers notamment une association qui s'appelle Mistral Est, et donc qui œuvre dans le domaine plus particulier des danses urbaines. Et donc on s'est intéressé pas mal à la photo. Petite anecdote, j'ai découvert l'existence de ce livre. J'étais chez un chirurgien dentiste quai des Bateliers. Et il s'avère qu'il l'avait dans la salle d'attente, et que la dame qui était juste avant moi avec ses enfants l'a feuilleté et est partie avec. Et donc j'avais retenu SXB, et donc après j'étais interpellé, donc par curiosité je suis allé à la FNAC, et donc c'est là que j'ai découvert que c'était toi qui avais publié cet ouvrage. Ma question, elle est sur le noir et blanc. Pourquoi alterner? Pourquoi passer de la couleur au noir et blanc? Et quand tu optes pour la couleur ou pour le noir et blanc, quel est le message et la distinction que tu veux? Parce qu'on voit des photos qui sont en noir et blanc, d'autres en couleur, et qui ne reflètent pas forcément ni une époque, ni un... Et donc je pense qu'il doit y avoir un message, et je suis intrigué par... Oui, bon, je dois dire sincèrement que c'est pas toujours réfléchi. Comme tous, on a une part d'instinct qui nous dit ça serait peut-être le noir et blanc. Mais le noir et blanc n'apparaît pas à la prise, bien que je puisse le faire maintenant avec j'ai un nouvel appareil, mais c'est toujours au développement entre guillemets. Donc, vous savez, il existe des programmes. Alors le plus simple, c'est sur Instagram, ça va très vite. Sinon, il y a un programme qui s'appelle Lightroom de Adobe. Light, c'est l'opposé de Darkroom, de chambre noire, chambre claire, et qui permet de travailler les photos après. On peut effacer des défauts et ça. Donc en fait, souvent je teste, est-ce que c'est mis en noir et blanc, est-ce que c'est mis en couleur. Mais d'une manière générale, le noir et blanc marque les contrastes, efface certaines couleurs qui pourraient attirer l'œil et qui pourraient peut-être dévier un petit peu le sens de la photo. Là, par exemple, il fallait mettre de la couleur. Ça n'a aucun sens. Là, on va dire que les photos d'émotion sont plus en noir et blanc que les photos couleur. Mais moi, je préfère le noir et blanc.
à Strasbourg, au Mosquée de Mons. Juste une question personnelle. Pensez-vous engager à travers ce que vous faites, photographie, dans la rencontre des peuples, des civilisations et de santé? Je pense que vous verrez dans cette photo, je pense que vous verrez dans le livre qu'il y a à peu près toutes les cultures qui sont représentées. Alors ne serait-ce que sur cette photo-là, la photo de couverture, c'était le soir de la demi-finale de la Coupe du Monde de football, où la France s'est qualifiée pour la finale, c'était Place Kléber. Et je vois ce monsieur, alors c'est peut-être des préjugés ce que je vais dire, mais je l'ai interprété comme ça. On dirait qu'il vient des pays de l'Est, et qui débarque, il se demande ce qui se passe. Mais je crois que, oui, je crois même qu'il y a Luc Ravel de dos qui passe rue de la Mésange. Il y a toutes les religions, et vous le savez bien, je suis pour le rapprochement des peuples et pour l'échange interreligieux, mais plus qu'interreligieux, interculturel, hein, bien sûr. Maintenant, la photographie permet d'exprimer, oui. Et je ne choisis pas, franchement, j'ai pris mes plus belles photos, et ça vient comme ça. Il n'y a jamais un moment où je me dis, lui, je ne vais pas le photographier, lui, je vais le photographier. Mais sincèrement, il y a des gens qui sont extrêmement expressifs, hein, qui sont typés, qui sont habillés d'une manière particulière, qui sont beaucoup plus expressifs que des gens qui sont habillés comme tout le monde. Ouais. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. C'était. Merci. Mais c'est sûr que c'est un message que je veux passer. Voilà. Oui, je vais rendre la parole à monsieur le consul. Merci. D'ailleurs, la photographie, je voudrais justement, à l'occasion, rendre hommage à tous les photographes, hein, notamment celui qui était derrière cette exposition qu'on a ici sur les Gaulois. C'était un photographe, M. Duruc, durant les années 40, qui faisait donc, et on a maintenant cette thématique sur laquelle on travaille, et ça nous amène à d'autres projets. Sur beau les coups. C'est ça, c'est quelque chose, donc j'espère que votre travail aussi, certainement, il aura des suites. J'espère aussi. Et donc, s'il n'y a pas de questions, donc... oui. Juste un souhait. Si vous permettez, les gens comme vous, qui sont des artistes et qui ont assez donné, notamment par rapport à leur art, et de partager notamment de l'histoire à travers ce que vous faites, est-ce que ça vous a pas encore traversé l'esprit en ce monde, en cette période particulière où il y a des tensions sociales qui sont quand même assez inquiétantes, et de penser à faire un livre avec un regard positif sur le vivre ensemble, sur l'interculturel, parce que ce genre d'œuvre, je pense en cette période, ô combien précieux pour passer des messages, notamment d'ouverture, et à travers notamment c'est-à-dire ce que vous possédez, notamment en ton art, vous pouvez passer des messages au même titre que des écrivains. Juste une question complémentaire, une proposition plutôt. Donc l'exposition est actuellement au CIARUS, c'est ça Elle n'est plus affichée. Elle n'est plus affichée. Mais je peux la faire circuler. Je vous la conseille vivement. Magnifique expo. Ce que je te propose, au fait, c'est de lui faire traverser le faubourg avant de partir pour Fès, de traverser le faubourg et de pouvoir l'accueillir à l'impasse du Mai, dans l'ancien bâtiment, dans l'ancienne grande mosquée de Strasbourg, qui est devenue un lieu de culture et de savoir et d'éducation, et donc qui accueille des conférences, qui accueille des formations, qui accueille
et de pouvoir accueillir Je l'exposition. vais les pour chercher, la- je les mets dans mon coffre et je te les amène. Parfait. Je partage effectivement. Merci. Je voulais juste revenir sur ce beau message de paix que vous énoncez. Donc moi, je fais du street photo. J'ai parlé tout à l'heure de la photo de reportage. Et on est tous marqués par certaines photos de scènes de guerre. Comme cette jeune fille, je crois que c'est une Afghane avec les yeux tout bleus. Ce pauvre enfant qu'on a retrouvé sur la plage, noyé. Là, on va voir des photos en Ukraine qui vont bien sûr malheureusement sortir. Et puis ces Américains qui plantent le drapeau. Oui, ces photos ont un rôle important dans le message parce que il y a aujourd'hui toute une partie du monde qui ne comprend pas ce qui se passe, qui n'est pas forcément éduqué. Et un petit peu comme le faisaient les dirigeants, les puissants, on va dire, à l'époque où les gens n'avaient pas d'éducation, ils utilisaient l'image. Dans les églises, pas dans les synagogues, pas dans les mosquées, dans les églises, les images pieuses étaient là pour éduquer, transmettre un message. Je crois qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la photo a pris une importance, vous avez raison, considérable, mais pas toujours dans le bon sens. C'est ce qui manque. Et là, d'ailleurs, le souci qu'on a avec la photo, il faudra peut-être trouver un moyen technique de tracer mieux les photos, c'est qu'on ne connaît pas toujours l'origine et l'auteur. Et ça devient difficile. Il y a des photos, donc la propagande utilise des photos qui ne sont pas toujours authentiques. Et à mauvais escient, oui, malheureusement, beaucoup plus que dans des messages de paix.